Quelle semaine on a vécu. Ça fait maintenant 15 jours qu'on n'arrête pas d'avoir des news, des annonces, et c'est bien normal puisque l'EICMA arrive, le plus grand salon de moto au monde, et tous les constructeurs dégainent des annonces tonitruantes, des nouvelles machines, et il faut avouer aussi qu'il n'y a pas que des choses extrêmement réjouissantes, et on va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui devient désormais un petit peu habituelle. On avait déjà fait une dimanche dernier. C'est le débrief de vos news de la semaine. Vous le savez, on fait plein de vidéos maintenant sur la Roadsters TV qui traitent un petit peu de l'actualité du monde de la moto. Et l'objectif de cette vidéo du dimanche, c'est que vous puissiez rattraper dans un format un petit peu plus court, un petit peu plus condensé, les news importantes qui ont secoué un petit peu comme ça le monde de la moto. Et aussi, quelques petites news que des fois je n'ai pas le temps de traiter ou qui n'étaient pas nécessairement suffisamment importantes pour que j'en fasse une vidéo dédiée, vous les retrouverez dans ce format-là. Donc on va en parler aujourd'hui. Très rapidement, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir mon boulot. Et puis bien évidemment aussi, le petit like, le commentaire aide l'algorithme YouTube à propager la vidéo, mais aussi à ce que je sache finalement vos opinions, vos avis sur toutes ces news. Donc au programme aujourd'hui, on va débriefer bien évidemment l'intégralité de tout ce qui a été annoncé. MT-07, Brembo qui rachète Öhlins, les annonces sur des nouvelles machines chez KTM, et puis aussi une news encore une fois chez KTM, ou tout du moins chez la maison mère de KTM, Pirer, qui annonce des grosses difficultés, et des difficultés qui risquent d'avoir des conséquences assez fortes sur le futur des marques qui gravitent autour de ce groupe, comme notamment KTM, GasGas, Husqvarna et ainsi de suite. Donc on va discuter de tout ça ensemble, mais pour commencer, nous allons démarrer avec un sujet un petit peu plus léger, puisque une machine a été annoncée en début de semaine, une machine qui est très intéressante et qui est siglée Orange, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la toute nouvelle KTM Super Adventure 1390, présentée dans une vidéo extrêmement sympathique, puisque on voit un pilote en train de rouler en 990 et tout d'un coup il se retrouve coude à coude avec cette nouvelle Super Adventure qui montre des capacités du coup extrêmement impressionnantes sur la route, mais aussi sur le off-road. Pour elle, il n'y a pas de chemin établi, c'est elle qui dicte ses propres règles et qui du coup se joue un petit peu de cette pistarde en montrant qu'elle est capable aussi bien de rivaliser avec elle sur le circuit, mais aussi sur le tout-terrain, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Donc pour passer rapidement et vous donner un petit peu le détail, les caractéristiques de cette machine, nous avons sur cette nouvelle Super Adventure S Evo un nouveau design, puisque elle a été retravaillée, notamment avec une nouvelle face avant qui reprend celle de la Super Duke 1390, mais qui lui va très très bien. Et puis après, au niveau des caractéristiques, elle devient le trail un petit peu polyvalent comme ça, le plus puissant. Regardez, on va descendre un petit peu ici au niveau du moteur. Elle prend 127 kW, ça fait 173 chevaux, donc c'est assez drôle puisque du coup ça lui permet de devancer de 3 canassons la Multistrada qui était jusqu'à aujourd'hui la plus puissante. Je ne parle bien évidemment pas nécessairement ici des M1000XR Multistrada V4 RS qui elles sont des purs trails sportifs, c'est quasiment des super sportives déguisées en trail. Là je parle vraiment de machines qui sont quand même capables d'avoir des aptitudes un petit peu polyvalentes, donc ça c'est très très rigolo. Et puis nous avons le couple aussi de la machine qui s'envole, qui prend 145 Nm, c'est absolument gigantesque. Alors, la puissance n'est pas la seule chose qui est nouvelle sur cette machine, il y a beaucoup de choses qui changent, comme notamment l'ajout d'une nouvelle boîte de vitesse robotisée, le fameux AMT, qui permet à la moto de pouvoir passer ses vitesses manuellement ou automatiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est que manuellement, KTM a gardé la possibilité de le faire au pied ou via des petites palettes au Komodo, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis la moto est bourrée de technologie. On a bien évidemment toujours sur la version Evo des suspensions semi-actives, réglables dans tous les sens, le moteur bien sûr, technologie de changement de cam héritée directement de la Super Duke 1390, et puis encore et encore beaucoup de choses. C'est une moto qui est notamment dotée d'un nouvel écran TFT 8,8 pouces tactile, qui est à mon avis emprunté ou fait en collaboration avec CF Moto, parce qu'il fait vraiment penser à celui des CF Moto 800 NK Advanced. On a un radar avant de pointe qui permet d'avoir le régulateur de vitesse adaptatif, les modes de conduite, bref, la Super Adventure 1390 est une machine extrêmement pointue, extrêmement intéressante, et bien sûr, elle va sans aucun doute être l'un des fers de lance de KTM pour l'année 2025. Alors, il y a eu une autre annonce dans les motos un petit peu nouvelles que Triumph a fait
Ils avaient teasé comme ça un petit peu mystérieusement une bande-annonce d'une potentielle nouvelle machine dont on ignorait tout encore jusqu'à aujourd'hui. Et cette moto, eh bien, elle a été révélée et il s'agit de la toute nouvelle Tiger 800 Sport, ou Sport 800 plutôt, une machine qui est destinée à être une sorte de trail à vocation polyvalente, mais avec quand même un esprit un peu sportif, un petit peu comme ça, avec une bouille vraiment très attachante. Elle est très jolie la moto, je la trouve vraiment magnifique. Et on en a discuté, on en a fait une vidéo de ça, et je trouve que la machine en fait s'intègre dans une gamme qui est quand même aujourd'hui extrêmement fournie chez Triumph. Si on va un petit peu sur leur site, regardez, ils ont une Tiger Sport 660, ils ont une 800, ils ont une 850, ils ont une 900 et une 1200, donc ça reste quand même assez vaste l'histoire, assez fouillis. Et donc cette machine qui est déclinée comme vous le voyez ici en 4 couleurs, on a un gris qui est vraiment superbe, le bleu très réussi aussi, assez pétant, je le trouve magnifique, la couleur jaune qui lui va aussi à ravir, et pour les gens qui veulent quelque chose d'un petit peu plus discret, vous avez ce noir avec quand même des petites bandes fluorescentes, très sympathiques. On retrouve dans cette machine un 3 cylindres qui délivre 115 chevaux et 83 Nm de couple, donc c'est vraiment pas mal. On a 3 modes de conduite avec des petites assistances électroniques à droite à gauche. Alors, juste une chose qui n'est pas forcément montrée sur la moto, mais on a un tableau de bord qui est un petit peu indigent selon moi sur cette machine. On a quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement poussé en termes de technologie, et sur un trail, j'avoue que c'est quelque chose qui m'est un petit peu difficile à accepter. Je vais vous montrer, regardez ici, le tableau de bord de cette moto qui est vraiment pas très beau. C'est celui notamment des Trident et des premières Triumph Street Triple, si je dis pas de bêtises, Street Triple tout simplement. Et vraiment pour le coup, pour une machine qui est commercialisée à 12 400 €, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Bon, on verra bien comment cette Tiger Sport 800 se porte par la suite, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant pour le noter. Dans les nouvelles qui n'avaient pas forcément trait à des constructeurs moto, mais plutôt à des marques extrêmement importantes qui gravitent autour du monde de la moto, nous avons eu l'annonce du rachat de Öhlins par Brembo, et ça c'est une news hyper importante. J'ai l'impression que peu de personnes ont traité cette news sur internet, tout du moins sur YouTube, mais c'est hyper important. Pour 371 millions d'euros, Brembo, une marque italienne que vous connaissez qui fait du frein, et du frein de très haute qualité, ont fait le plus grand rachat de leur histoire en achetant la marque de suspension Öhlins, extrêmement connue aussi, conclut un accord majeur. 405 millions de dollars, et l'acquisition, si elle rencontre toutes les approbations réglementaires, vous savez comment ça fonctionne dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait les autorités de la concurrence qui valident ça, et bien ça va changer beaucoup de choses. Donc Öhlins qui est connu pour ses composants de suspension axés sur les performances pour voitures et moto. Il faut savoir que Öhlins, ils ont commencé d'abord dans le monde de la moto avant d'aller sur le monde de la voiture, et bien ce sont des choses extrêmement importantes qui vont avoir des grosses conséquences. Moi j'en ai parlé directement dans une vidéo dans laquelle j'expliquais que il va y avoir beaucoup de conséquences à ça, l'une d'entre elles pouvant être potentiellement une augmentation des prix, parce que Brembo et Öhlins sont des sortes de leaders dans leur marché qui ont la potentialité, si ils se mettent ensemble, de pouvoir déjà imposer aux constructeurs qui achètent du matériel chez eux, si tu veux une fourche, il te faudra les freins avec, donc ça permettra de vendre des packs et du coup potentiellement aussi de choisir les prix à ce niveau-là, de rendre en fait les deux uniquement compatibles les uns avec les autres, et donc du coup de bloquer un petit peu la concurrence, qu'il s'agisse dans le freinage de Tokiko, de Nissin, ou dans la suspension de Sachs, Kayaba, Showa, etc. Donc c'est intéressant. Après ça va permettre aussi potentiellement de créer, comme je disais, des choses un petit peu plus intégrées, des packs avec plusieurs éléments suspension et freinage réunis, et de donner à des motos qui jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas nécessairement ce genre de choses, la possibilité d'avoir à la fois les deux éléments. Donc ça peut être bien dans un sens comme dans l'autre. On verra un petit peu ce que l'avenir nous dit à ce niveau-là. Une autre news assez intéressante encore une fois concerne Suzuki, puisque ces derniers en fait ont fait l'annonce d'une mise à jour d'une machine qui est
La concurrente directe d'une des motos les plus en vue ces derniers jours, la CB1000 Hornet, et la concurrente directe de cette moto chez Suzuki, eh bien ce n'est ni plus ni moins que la GSX-S 1000 Roadster un petit peu au gros cœur. Et cette moto, eh bien elle est aujourd'hui, hein, comme je vous le dis, la rivale directe de la CB1000 Hornet, un moteur de GSX-R 1000 pardon, de 152 chevaux, avec un châssis de sportive, quelques assistances bien placées et pas mal de petites choses. Moto extrêmement chouette, je déteste le physique de cette moto, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'apparence de la GSX S1000, même après l'avoir testée, je trouve que c'est toujours un petit peu bizarre, un petit peu biscornu, mais par contre, la moto est hyper fun à conduire, et en fait, Suzuki a décidé de la mettre à jour pour 2025, histoire de concurrencer un petit peu eh bien, le CB1000 Hornet, je pense aussi, hein, quelque part. Et on retrouve donc dans les mises à jour de cette moto, eh bien, un nouveau tableau de bord, qui est celui de la GT et de la GX, hein, qui va permettre d'avoir quelque chose de plus moderne, parce que vraiment le tableau de bord de la GSX S1000 jusqu'à aujourd'hui c'était juste pas possible, il était horrible. Là vraiment ils ont fait un gros effort, et la moto ne change pas au niveau de la puissance. On est sur le site de Motoplanète, nos collègues qu'on remercie. 152 chevaux, 10,8 mètres-kg, on a un tout petit peu moins de couple, mais bon c'est pas non plus la fin du monde. Et eh bien quelques petits changements, quelques petites choses vraiment très simple, avec un contrôle de traction un petit peu renouvelé, on a un shifter up and down, on a des petites choses qui sont revues, mais la moto reste globalement la même en dehors de cette mise à jour électronique. C'est une machine que je vais avoir l'occasion d'aller essayer directement à Séville dans quelques jours, hein. Vous allez avoir cette vidéo le dimanche et moi je pars le mardi. Je vais essayer de faire mon possible pour vous donner la vidéo le plus vite possible, quitte même à vous la publier le jour de l'essai, si vraiment je me chauffe et que je dis, écoutez, je ne dîne pas ce soir, je ne fais que monter ma vidéo, pour essayer vraiment que vous soyez en toute première fraîcheur. On va essayer de faire ça. Bref, la moto est annoncée à 13 700 €, donc on a 2000 € d'écart avec la CB1000 Hornet. Je vois difficilement comment la Suzuki pourra s'imposer, à moins d'une partie cycle totalement folle, ou plutôt d'une partie cycle vraiment mauvaise chez la CB1000 Hornet, qui ferait que les gens seraient prêts à mettre 2000 € de plus. Mais à mon avis, le combat semble déjà mal parti. Maintenant, on va parler de la news eh bien, qui a fait la une, hein, de cette vidéo. KTM, qui fait face à une très grave crise financière et à une restructuration liée à sa maison mère, le groupe Pirer Mobility. Et on va en parler, on est sur le site de Motorcycle Sports qui en discute, avec GasGas et Husqvarna dans la ligne de mire, mais à mon avis pas que. KTM, qui est donc un géant du sport, l'un des fabricants de motos les plus renommés, mais même sa présence mondiale considérable ne signifie pas qu'il est exempt de crise financière, et c'est exactement ce qui se passe, forçant la puissante entreprise autrichienne à se restructurer. Donc voilà, c'est en fait on a une grosse situation financière alarmante, subit une perte massive de 2,5 milliards €, une crise sans précédent qui soulève de sérieuses questions sur l'avenir de l'entreprise autrichienne appartenant au groupe Pirer Mobility. Il faut savoir que du coup KTM a renvoyé, enfin s'est séparé de 4 membres de son comité de direction, hein. Il n'y en a plus que 2, hein, dont le PDG de l'entreprise, Stéphane Pirer, et le groupe Pirer Mobility en tant que tel a subi une chute gigantesque au niveau de son cours de bourse. Regardez, hein, il est indiqué juste ici, ça c'est le cours à mardi. Regardez, il y a eu une descente phénoménale, je vais vous montrer ça sur une semaine pour que vous voyez l'effondrement du cours de bourse qui passe de 24 $ à 13,2 $ sur la clôture. C'est énorme. Si on se ramène jusqu'à 2015, c'est la valeur la plus basse que n'ait jamais atteint le groupe Pirer Mobility. Donc c'est un moment un petit peu compliqué pour le groupe. On leur envoie bien évidemment nos meilleures ondes en espérant qu'ils réussissent à redresser ça. L'explication est liée notamment à des ventes très compliquées aux États-Unis sur les produits un peu off-road tout-terrain qui font beaucoup de marge, les immatriculations qui se sont un petit peu maintenues en Europe mais aussi compliquées, et puis KTM aussi qui est dans une situation complexe avec des notions de fiabilité qui ne sont pas les meilleures aujourd'hui. On sait que la marque passe par des périodes un petit peu compliquées à ce niveau-là, hein. C'est des choses qui malheureusement n'aident pas. Donc qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Parce qu'au final, c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi d'imaginer qu'est-ce que ça peut amener. Eh bien, ça peut amener plusieurs choses. Vous le savez que KTM aujourd'hui travaille
en collaboration étroite avec une autre marque dans le monde de la moto qui commence à grandir et à se développer de plus en plus. Et cette marque, c'est CF Moto, hein, le constructeur chinois CF Moto qui fabrique notamment les moteurs de KTM, hein, donc le moteur de la 790 Duke, le moteur de plusieurs machines chez eux. Et en fait, aujourd'hui, cette marque-là qui propose beaucoup de machines qui sont en train de se montrer extrêmement efficaces et des grands succès, eh bien pourrait bien plus rapidement que ce qu'on ne le pense se retrouver démocratisé et beaucoup plus popularisé si KTM se rend compte que les ventes de machines KTM ne suivent pas, de passer rapidement des accords en France avec GD France, hein, l'importateur, et peut-être être amené à proposer du CF Moto dans les concessions où il y a du KTM, parce que ça ferait partie d'une stratégie qu'il pourrait avoir, et donc on pourrait voir débarquer CF Moto d'une façon bien plus présente que ce n'est le cas aujourd'hui. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre parce que le groupe a subi une perte quand même assez sèche et qu'on ne se relève pas de ça comme ça, il faut quand même prendre des décisions. Donc comme le site qu'on regardait tout à l'heure le disait, Gas, Husqvarna pourrait potentiellement être concerné. Moi je pense que KTM en tant que tel risque aussi de subir un petit peu ces conséquences-là. Donc écoutez, eh bien, on va voir ce que ça donne. Ça ne me fait pas forcément plaisir de conclure par une news comme ça, mais il faut en parler. Quand il y a des bonnes choses à dire, on les dit, et quand il y a des mauvaises choses, il faut en parler aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée les amis, donc j'espère que ça vous a plu toujours d'avoir ce petit débrief de l'actualité de la semaine au niveau de la moto. Actualité de la semaine qui va exploser littéralement dans la semaine à venir et celle d'après, puisque c'est l'EICMA, hein, et que je vais bien évidemment y être, je vais couvrir tout le salon. Cette année, je commence à en parler dans cette vidéo, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live tout simplement parce qu'à chaque fois que je fais un live à l'EICMA, non seulement je m'épuise parce que je passe 2h30, 3h à vous parler et en fait à la fin, je suis complètement éclaté et j'ai vraiment envie d'éviter ça cette année, surtout parce que je fais les choses différemment, mais aussi parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, parce que on est dépendant des conditions du réseau et autres. Donc cette année, je vais vous couvrir l'EICMA de deux façons. Il y aura d'un côté toutes les vidéos verticales qui couvrent de façon individuelle les nouveautés des motos, donc que vous pourrez retrouver sur la chaîne de Shorts, donc Roadsters TV Shorts, à laquelle vous pouvez vous abonner, ou alors Instagram, TikTok, Facebook, je les mettrai partout. Et je vais aussi vous faire des vidéos YouTube standard, mais filmé en vidéo froide, donc que vous aurez au long des 2-3-4 jours de l'EICMA, et que je vais vous publier, dans lesquels je vais couvrir absolument tous les stands de l'EICMA, mais individuellement. Il y aura une vidéo sur le stand Suzuki, une vidéo sur le stand Ducati, une vidéo sur le stand BMW, une vidéo sur le stand Aprilia, bref, vous avez compris. Je couvrirai aussi potentiellement des constructeurs chinois, je vais pouvoir couvrir aussi des nouveautés, faire des petites vidéos qui seront les curiosités de l'EICMA. Je vais tout vous couvrir les amis, donc vous allez voir, ça va être exceptionnel. Et puis en attendant, tout simplement, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!